Bien, salut tout le monde. Afin de vous aider, voilà, je vous propose correction de quelques questions de l'examen 2020. Une question ici, première question qui porte sur l'équilibre chimique. Donc, on vous voit ici, donc, on a A1 solide, B gaz et on a un AB3 solide gaz. Donc, vérifiez toujours l'équilibre, enfin, la pondération. Elle a l'air d'être bien correcte, donc on y va. Donc il dit, elle est endothermique, ça veut dire que c'est delta H est positive. Et du coup, ben, dans quel sens, quelle est la modification qui peut vraiment influencer donc la réaction ici, la proportion correcte. Retirer une certaine quantité de B. Donc si on retire B, permet de déplacer l'équilibre vers la droite. Donc, d'après Châtelier, tout ce que nous on fait, le système va faire l'opposé. En gros, la réaction fait l'opposé. Donc, si on retire B, il va devoir en fait remplacer B, donc il va aller vers la gauche, pas la droite. Une augmentation de la pression partielle B, donc si on augmente B, provoque un déplacement vers la droite. Et bien, si on augmente B, ben, on va devoir en fait consommer l'ajout de B, ben, en fait, on va aller vers la droite. Une augmentation de la température provoque un déplacement vers la gauche. En fait, si nous on augmente la température, le système va devoir diminuer la température. Du coup, normalement, il va aller vers le sens en dos. Ben, le sens dos, c'est plutôt le sens opposé. Donc, si on augmente la température, on va vers le sens en dos. Si on double le volume, ben, si on double le volume, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous avez le volume ici, vous le doublez. Ben, en fait, P1, P2, donc la pression, elle est plus faible. Du coup, la pression, elle est plus faible. Le système va augmenter la pression. Pour augmenter la pression, il va aller où il y a plus de gaz. Ben, il y a 3 gaz ici, un gaz là, donc il va aller vers la gauche. Et donc, si on ajoute un A provoque un déplacement d'équilibre vers la droite, ben, effectivement, ici, c'est un solide, n'intervient pas trop en fait dans l'équilibre. Donc, on prendra la réponse ici, claire et nette, la réponse 2. Question 2, ben, je vais choisir en fait problème stoichiométrique. Ben, c'est cette question. Donc là, voici, vous avez ici, je vais peut-être augmenter un peu. On a un petit problème, ce qu'il faut maintenant, il faut simplement faire les calculs et tout. Donc, on a BaCl2 plus Na2SO4 qui donne BaSO4 plus 2 NaCl. C'est une bonne nouvelle, elle est pondérée l'équation. Donc, merci. Donc, la première chose, il faut convertir tout en mol. On a la masse ici de sulfate de sodium, donc vous avez 25 grammes. On a ici, pour le chlorure de barium, on a V, on met ça en millilitres. Et on a C qui est 0,314. Donc cela, ça nous permet de trouver le mol ici. N, on va appeler ça N1. On va appeler ça N2. Et du coup, ben, ça dépend. Le N, soit C fois V ou M. Voilà. Donc ici, on a C fois V. Donc c'est 0,95 fois 0,314. Donc si vous faites ça fois ça, ben, on obtient 0,28, 29, 33. Et là, on a 25 grammes. On a 25 grammes qu'on va diviser par la masse, celui-là, très gentil, la donnée ici. Ben, c'est parce que c'est un examen en ligne, mais normalement, vous devrez les calculer par vous-même parce que vous avez le tableau périodique. 0,5, j'obtiens ici ben, 0,75 mol. Là, initialement, c'est 0,0. Et en fait, voilà, c'est normalement c'est moins x, n1 moins x, n2 moins x. Et donc là, c'est x et on obtient 2x. Ce qu'il demande ici, on fait juste gaffe parce qu'il demande le rendement. Il a donné le rendement. Du coup, si la réaction était à 100%, ben on va tendre les réactifs limitants vers 0. Ben, ça veut dire ici, sera 0. Et x est égal à 0,175. Mais par contre, on n'a pas ça, on a un rendement qui est égal à 75. En fait, le rendement, c'est la quantité produite, N produit, N expérimental. Ben, si c'est pour celui-là, ben, c'est X, la quantité, c'est X max, quoi. Donc, X max, c'est combien? C'est par rapport au réactif limitant par rapport à celui-là. Donc, ça donnera 1,770. Et du coup, ben, ici, on peut trouver X. X est égal à 0,770
c'est un pourcentage, fois 1,75. Cela, ça va donner une quantité en mol. On obtient la quantité en mol de ça. Donc, on obtient 0,1003 mol. Donc, je suis là. Qui demande après de calculer sa masse en grammes. Il nous donne, est-ce qu'il nous donne sa masse molaire? Effectivement, c'est 233. Donc, fois 233,4. Et donc, on obtient une réponse de 23,41. OK? Voilà, c'est cette réponse-là. Donc, simplement une écriture d'équation. Attendez bien quand même de ce genre de problème dans vos examens. Bien. Une question plutôt dans deux parties un peu plus chaudes, c'est des acides bases ici. Et du coup, qu'est-ce qu'il demande dans la question? Il demande tout simplement ici l'affirmation correcte. Il dit un acide faible comme celui-là possède un nombre de pKa. Effectivement, si on prend H3, là, ça n'est comme ça, il a un premier couple, puis un deuxième couple. Ah, c'est un 1, pardon. Et puis un troisième couple. Et pour chaque fois, il a un pKa. Donc, c'est pKa1, c'est pKa2 et pKa3. J'en profite pour faire quelques rappels. Ça, c'est un acide faible. Ça, c'est un ampholyte. Et ça, c'est un ampholyte. Et ça, c'est une base faible. Donc, les acides polyprotiques, c'est un phénomène, bien sûr. Et du coup, 1, 2, 3, parce qu'il y a 3 pH. Donc, la réponse, elle est correcte. NH3, c'est une espèce ampholyte? Ben non. C'est la base, l'ammoniac, qui s'accouple. Lui, il devient cette couple-là. Donc, ça, c'est l'acide faible. Et ça, c'est la base faible. Non. Le pH d'une solution en fluide dépend de la concentration. Non, de tout. En fait, d'ailleurs, si vous prenez le pH de celui-là, ça sera la moyenne du pKa. pKa1 plus pKa2. C'est très intéressant et facile ici à trouver. Donc, deuxième, si pKa3 plus pKa2. Donc, il ne dépend pas de la concentration, donc c'est faux. Le pH d'une solution de celui-là est égal à 8. Non, parce qu'en fait, on doit calculer H3+. Comment on le trouve? Parce qu'on sait que c'est le produit d'H3+, et le produit de OH-, c'est 10-14. Donc, ici, 10-14 divisé par 10-5, ça donne 10 exposants moins 5. Et du coup, on obtient ici 5, 9, moins 9. Du coup, là, c'est plutôt 9, pas 8. L'acide conjugué d'une base faible est fort, non de tout, jamais. En fait, l'acide faible, base faible. La base conjuguée, donc les faibles restent faibles. Et par contre, si vous prenez une base forte, son acide est plutôt un acide nul, on appelle ça. Et si vous prenez un acide fort, son base est une base nulle. Comme par exemple HCl, acide fort, CCl-, c'est une base nulle. Donc ici, on est bien sur la réponse 4. Bien. Un petit problème ici au niveau d'acide base, mais plutôt on va faire un titrage. Donc, on va toujours s'en sortir quand on fait le titrage ou l'équation. Qu'est-ce qu'on va titrer ici? On va titrer un acide avec une base. Comment ça marche? Donc, en fait, vous mettez l'acide en bas et on va le titrer en haut par une base. Donc, de celui-là à la base, CB, VB. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne sa concentration, c'est 0,07. Et en bas, il ne donne pas son volume parce que c'est le but du titrage, en fait, titrer. L'acide ici, c'est VA, CA. Sa concentration à lui, c'est connu. Il y a toujours E seul à connu ici. Et du coup, il y a ces 0,01 litres. Donc, si on vous dit qu'on titre un par l'autre, ça veut dire qu'on va mélanger les deux. Et on va commencer à ajouter la base jusqu'à en fait avoir, là c'est un NaCl plus H2O. Donc on va titrer jusqu'à un moment donné, hop, comment on va le savoir? Il faut un indicateur coloré. C'est pour ça qu'il demande. Et pour savoir l'indicateur coloré, il faut choisir les indicateurs en fonction de zone, en fonction de zone. Et du coup, là. La première chose, il faut savoir les pH après l'équivalence. Donc là, ici, NB et N1.
sachez très bien, quand on fait un titrage, à l'équivalence, on a NB est égal à N1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne nous reste plus rien. Ça, c'est initial. Ça veut dire final, il ne nous reste plus rien, ni ça ni l'autre. Et du coup, bah, le nombre de moles ici, c'est 1 fois VA. Bah, donc, on a les quantités, bien sûr, ici. Donc, on a bah, cette égalité. Et c'est A, VA. C'est une formule, ça veut. Donc, ici, bah, c'est 0,01 fois 0,12. Vous verrez finalement le nombre de moles c'est égal. On aura le nombre de moles, on va appeler par exemple N1 et N1. Ça ne change rien parce que finalement, vous dites, ah, je suis à l'équivalence ici. Et du coup, quelle est la valeur du pH de là? Il faut juste faire attention. Quelque chose de très basique. Ici, on titre un acide base forte avec un acide fort. Eh bien, ça donne un sel plus eau. Ben, ça, c'est toujours le cas. Si on titre un fort par un fort, ça donne toujours un sel et de l'eau. Eh ben, un sel et de l'eau, c'est neutre. Et du coup, pH est égal à 7. C'est le cas le plus simple. Supposons que ça a été un fort par un faible ou autre. Vous faites vos calculs, vous y arrivez ici, vous regardez. Est-ce qu'il vous reste un acide? Est-ce qu'il vous reste une base? Est-ce que vous avez un amphoulite? Est-ce que vous avez une solution tampon? Et vous appliquez la formule, vous calculez le pH. Quand vous trouvez le pH, on va regarder tous ces indicateurs colorés. Et donc, en fait, l'indicateur coloré le plus compatible. Donc, on va regarder les zones. Et ça, c'est toujours donné dans votre formulaire. Ben, si vous regardez ici, on a la valeur de pH à l'équivalent 7. On regarde quel est l'indicateur coloré qui peut inclure 7. Et du coup, si je regarde en fait sur ma feuille, les phénolphtaline, c'est entre 8 et 10. Donc, non, ça, c'est non. Le bleu, ici, c'est entre 11 et 13. Je l'ai devant moi, en fait. Le bleu des thymol, c'est entre 8 et 9, non plus. Le rouge du phénol, what is it? Donc, c'est entre 6 et 8. Donc, celui-là, les cristals bleus, donc l'autre, c'est entre 0 et 1. Donc, là, en fait, c'est bien celui-là. OK? Donc, vous n'oubliez pas, écrire tout. Mais savoir qu'il est fort avec fort au niveau du titrage, ça donne 7, c'est intéressant. Bien, un petit problème maintenant au niveau de redox. Ben, je vais préparer celui-là, c'est la pile et l'autre. Je vais commencer d'abord par ça. Il faut savoir qu'au niveau de redox, il y en a deux styles de questions. Soit une question avec la pile et tout, soit une question, c'est juste l'équation, vous devrez la pondérer et ça devient un problème stoichiométrique. Donc, on va commencer par cette question. Bien. Voici, il demande, on va réagir ce produit avec ce produit, ça donne ça et ça. Donc, généralement, les équations redox, on ne peut pas les pondérer directement. C'est rare qu'on se les pondérer directement, donc il faut savoir identifier le couple. Et donc, il est dit s'il peut être oxydé. Il nous donne une idée. D'ailleurs, celui-là, il s'oxyde en ça, et celui-là, il se transforme en ça. Une fois qu'on a réparé qui va avec quoi, on vient à l'extérieur, on les réécrit simplement. Comme ça, on va l'écrire, le demi-équation, de manière normale. On va les pondérer. Et l'autre, c'est R2 ou 7, 2 moins, qui se transforme en CR3+. Du coup, là, la pondération, faites la pondération classique. C'est quoi? Donc, ça veut dire quoi? La pondération, d'abord, commencez par les atomes. Tout ce que vous avez comme atome autre que les H et le O. Puis, vous regardez le O. Si vous manque de O, ajoutez H2O. Et si vous manque de H, ajoutez de H+. Et puis, terminez par les électrons. Donc, on a le même carbone, c'est OK. On a le O, c'est le même O. Il manque le H, c'est 20. Là, c'est 20. Et là, c'est 18. 20 et 18. Donc, on ajoute 2 H. Ça fait 20, 20. Et du coup, ben, le charge total, c'est 0. Le charge total, c'est plus 2. Ben, on ajoute 2 moins, ça fait 0. Alors ici, la première chose, les atomes, on a CR2, 2. On multiplie fois 2. L'oxygène, on en a 7. Donc, on multiplie fois, ça fait 14. Donc, plus 14 H. Du coup, là, ça fait le charge maintenant. Plus 14 moins 2, ça fait plus 12. Et là, c'est plus 6. Ben, pour régler l'histoire, ben, il faut remonter, il faut ajouter 6 électrons. Ben, ça fait comme 6 négatifs. Donc, ça va. On veille toujours, ben, ça a été à droite, là, ça doit être à gauche pour que ça se pondère correctement. 2 et 6, pour éliminer les électrons à la dernière étape, il faut multiplier ça fois 3. Du coup, ben, ça va te donner C10H20O, plus côté droite ici, bien, on n'écrit pas les électrons, on n'a plus besoin, parce qu'on sait que ça va s'amplifier. H+. Et de l'autre côté, ben, c'est 6, 18O,
plus 6 électrons, 6H+, plus 2 tiers, 3+, plus 7H2O. Le but, c'est pas d'aller plus loin, mais on peut déjà simplifier ça si on veut, donc ça fait 8C. Donc, ça revient à tout ça pour vous dire qu'on a fait toute sa chanson pour dire qu'ici on met un 3, ici on met un 1. Ça va? Donc, tout ça, c'est déjà. Donc, là, il dit que le bichromate du potassium, donc on a 2,2 grammes. Faites attention aussi, il a écrit sans le bichromate, donc il faut la masse molaire, c'est avec le K. Et il dit, il a masse pauvre. Donc, on va chercher ici quelle est la masse qu'on peut vraiment. Donc, il faut calculer le mol. Donc, le mol, c'est 2,2 divisé par la masse molaire. 2,2 divisé par la masse molaire. La masse molaire, celui-là, c'est 294,2. Ben, c'est 0,0074 mol. Combien on fait ici? Ben, en mol, c'est fois 3. Donc, si on multiplie ça fois 3, eh ben, ce sera 0,0224 mol. Ça, c'est le mol qu'on peut oxyder maximum avec ça. Il demande quelle est la masse, ben, fois la masse molaire. Et c'est quoi sa masse molaire à lui? Ben, c'est celui-là, ben, c'est fois 156,3. Donc là, on peut oxyder 3,4 grammes de menthol. Donc ça, c'est une première type d'équation de problème de redox. Une équation, on la pondère, puis ça revient comme un problème stoichiométrique classique. La pondération, faites, vous n'essayez pas de les faire directement, tentez comme la chance, si ça ne va pas, obligé de passer par le couple des deux équations. On va aller voir maintenant un problème plutôt style redox avec une pile. La pile, elle peut être schématisée soit comme ça, soit une pile classique avec anode, cathode de deux côtés. Donc, la première chose à faire, c'est que je vous le dis clairement, la première chose que vous devrez faire, c'est identifier le couple. Donc, quand cette pile est écrite comme ça, généralement, c'est facile parce qu'on le voit. A, c'est nickel Ni, donc bien sûr, le nickel, c'est au-dessus, c'est l'oxydant. De l'autre côté, on a pas les spectateurs, mais un NO3, un NO2. Si vous regardez toujours votre table, à côté, vous verrez finalement que la table vous facilite bien sûr l'identification du couple. Voici, c'est notre deux couples ici. La première chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on regarde, celui-là, c'est l'anode et le cathode. Sa potentiel à lui, d'après ce que je vois ici, c'est 0,934 volts. Et sa potentiel au niveau de nickel, il est moins 0,257 volts. Okay, donc celui-là, c'est clair. Donc le supérieur, une fois qu'on a le couple, la deuxième chose, c'est le couple. Deuxième chose, la règle des gamma. Donc, la règle des gamma, ça vous facilite énormément. Donc le plus élevé, c'est celui-là. L'autre, donc NO3, NO2, Ni. Donc la règle des gamma vous dit finalement que celui-là, le supérieur, il va jouer le rôle des cathodes, l'anode. D'ailleurs, on le sait parce que c'est à gauche toujours l'anode, cathode, c'est à droite. Deuxième chose, il vous dit que le cathode, il va faire une réduction. Et celui-là, il fait une oxydation toujours. C'est clair. Donc là, et en plus, il vous dit, celui-là, il va oxyder le nickel et celui-là, il va réduire l'autre. Et celui-là va être réduit par l'autre. Donc, ce qui fait maintenant, donc après, la troisième chose, c'est la demi-équation. Toujours la même chanson, ça va? Demi-équation ici, celui-là, il va faire quoi? Donc, on a dit qu'il va faire une réduction. Donc, on va écrire le couple, l'oxydant ici et le réducteur de l'autre côté. Comme ça colle quand on fait la somme. C'est moi. Première chose à faire, et l'autre, on sait qu'il va être oxydé, du coup, il faut que ça donne comme ça. Comme ça, quand on fait ça avec ça, ça avec ça, ça donne bien la règle du gamma. Pondération, il manque à O, pareil, H2O, il manque à H, il manque à H2H+. On a moins 1 et plus 2, ça fait plus 1, et moins 1, donc on ajoute ici 2 électrons. Okay, donc ça fait plus 1, plus d'électrons, ça fait moins 1. Là, il manque le charge de moins. Par chance, ici, il n'y a pas le manque de charge, donc on va juste écrire l'équation 1, 2H+, plus Ni, plus NiO, plus H2O, plus Ni de plus. Là, on est OK. Après, ce qu'il faut écrire, c'est Mertz.
Vous avez bien sûr les formules d'inertie. Ben, c'est quoi? Ben, c'est delta E, parce qu'il demande inerte. Inerte, ça c'est le delta E, bien sûr. OK? C'est égal à delta E0 moins 0,0592, ou sur le 2, divisé par le nombre d'électrons échangés, il y en a 2 là, 2 là, log, moi j'aime bien écrire le log, ce sera toujours le moins ici, le log du côté de droite, moins le côté de gauche. Sur le côté gauche, faites attention, pas les solides et pas H2O. Donc on a ici NO2, c'est un ion, NU de plus, on va nier complètement l'H2O, NO moins et H plus au carré. Il y a 2. Et NI, c'est un solide. Donc, bien, ici, ce qu'il nous faut, ben, c'est là. Ouais, la règle ligament facile. Donc, en fait, elle veut dire delta de E, ça sera toujours delta E 0 plus des cathodes au-dessus, moins E plus dans l'anode. Donc, si on va faire ça, ben, ça sera 0,934 moins, ben, ça fait plus 0,257. Donc là, avec ça, on a trouvé delta E. Okay, donc delta S, c'est généralement, c'est donné, quoi, parce que c'est dans le tableau. Donc j'obtiens moins une valeur de 191 plus 0,592 divisé log, et on remplace maintenant. Donc le NO2, ça on l'a, 0,41. NI, 0,73. Et NO, 0,08. Il reste juste H3+, mais il le donne pH. Sachez que pH est égal à moins log, on dit moins log d'H+ ou H3+, ben c'est la même chose, hein. Je peux écrire H3+. Donc ça veut dire H3+, c'est un logarithme décimal, c'est 10 moins pH. On simplifie l'affaire avec H3+, H+, donc c'est la même chose. Donc là, c'est 10 exposant moins 3,1. Donc là, fois 10 exposant moins 3,1. Et donc là, ici, on doit obtenir une réponse. Et on l'écrit. Ça va, donc vous n'oubliez pas ça toujours, couple, règle des gamins, demi-équation, Nertz. C'est toujours la même chose. Voilà pour quelques questions. L'avantage chez vous aussi, que vous avez toujours en fait des questions qui sont des questions reparties par chapitre. Donc vous n'hésitez pas à faire vraiment des tuyaux et j'essaierai de poster quelque chose très prochainement avant l'examen.